j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième conférencier. C'est M. Thibault Lachin. Il était chercheur au VSL jusqu'à il y a peu et maintenant il est professeur d'écologie forestière à l'Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires AAFL à Zollikofen, Berne. Il va parler aujourd'hui de l'exploitation de bois d'énergie en forêt. Quelle perspective pour les habitants du bois mort et des vieux arbres. Thibault, the floor is yours. Merci Andy, merci aux organisateurs, aux organisatrices pour l'invitation aujourd'hui. Toujours un plaisir pour moi de retourner un peu à Lausanne, de retrouver des anciens collègues et pour en parler un peu le français. Donc je vais parler, comme Andy l'a dit, des insectes et des espèces liées au bois mort. Quand je parle d'espèces liées au bois mort et aux vieux arbres, juste un petit peu de terminologie pour commencer, je vais parler pendant mon exposé d'espèces saproxyliques. Pour la traduction en allemand, quand on parle d'espèces saproxyliques, le saproxylique, c'est pas vraiment établi en allemand. On va plutôt parler de Xylopionte-Arten, mais ça correspond surtout aux insectes. Et on va parler un terme plus général de Totholzbewohnende Arten, de Totholznutzer, de Totholzabhängig. Alors, pour en revenir aux saproxyliques, les saproxyliques sont des espèces qui dépendent à un moment donné du cycle de vie, du bois mort ou du bois en décomposition. Ou alors ils peuvent être dépendants d'autres espèces saproxyliques. Ça veut dire qu'ils peuvent être prédateurs d'espèces qui vivent sur le bois mort. Et comme on le voit ici en dessous, on parle autant, on va passer des mousses jusqu'au pic, en passant par les champignons, les chauves-souris, ou justement, c'est très varié, comme on peut le voir. Si on regarde en Suisse, qu'est-ce qu'on connaît en gros comme espèce saproxylique, donc au sens large du terme, on va voir qu'ici on a le nombre d'espèces connues en Suisse pour des groupes particuliers, et ici la proportion et le nombre d'espèces qu'on a par groupe d'espèces, qui est justement saproxylique, qui est dépendant du bois mort. Et on voit que pour les coléoptères, on connaît à peu près de 6300, 6200 espèces de coléoptères en Suisse. Un petit tiers, disons, de ces espèces de coléoptères sont considérées comme saproxyliques. Pour les champignons, on a même 36% des espèces de champignons en Suisse sont dépendantes du bois mort et des vieux arbres. Et on voit pour d'autres groupes, les mousses, les lichens, on a une plus petite proportion, alors que si on considère les chauves-souris, avec une définition du terme saproxylique assez large, donc dépendant de structures qu'on va retrouver sur des vieux arbres et sur des arbres morts, on voit que 77% des chauves-souris ont besoin de ce genre de structure, donc une très grande proportion. Maintenant, si on s'intéresse au degré de menace de ces différents groupes, on n'a pas des listes rouges pour toutes ces espèces, mais pour quelques-unes d'entre elles, entre autres une liste rouge sur 4 familles de coléoptères qui sont actuellement en préparation, on voit que 40% de ces espèces sont menacées d'extinction, donc une proportion assez importante. Si on regarde les chauves-souris, parmi ces chauves-souris, on voit que 23 sont très liées ou dépendantes du bois mort et des vieux arbres. On voit que parmi ces 23 espèces, 40% des espèces, également le même chiffre que pour les coléoptères, sont également menacées. Des collègues allemands se sont basés sur une nouvelle liste rouge des coléoptères allemands ils se sont posé la question quels sont les facteurs principaux qui font que ces espèces sont menacées. Ils se sont rendus compte qu'un gros facteur, c'est justement ce qu'on appelle les espèces de basse altitude. Les espèces de basse altitude sont potentiellement plus menacées que les espèces de montagne ou de plus haute altitude. D'autre part, les espèces liées aux grosses dimensions sont plus menacées que les espèces de petites dimensions. On a également les espèces liées aux feuillus, seraient plus menacées que les espèces qui sont liées aux résineux. Et encore, les espèces, comme on l'a parlé avant, les espèces héliophiles, les espèces liées aux forêts claires, sont également plus menacées. Donc c'est à peu près les 4 majeurs facteurs qui font que les espèces tendent à être plus menacées que d'autres. Donc en gros, voilà ce dont ont besoin toutes ces espèces saproxyliques. Ils ont besoin de cavités, de vieux champignons, d'arbres morts au sol, mais aussi de grosses dimensions, mais aussi de plus petites dimensions. Donc un habitat assez, disons, varié. Et on va parler, souvent on parle de quantité de bois mort, mais on se rend compte que la qualité du bois mort et de ces vieux arbres joue aussi un rôle très important pour la conservation de ces espèces. Avec le temps, on a accumulé pas mal de connaissances au niveau des exigences écologiques de ces espèces.
Et ici, c'est un travail qui est tiré de Müller et de Butler, ici présent. Et ces auteurs ont regroupé toutes les études qui existaient à l'époque, aujourd'hui on en aura plus, c'était en 2010, qui justement représentaient les besoins écologiques de ces espèces. Et on se rend compte que les seuils écologiques, donc des valeurs auxquelles une certaine proportion de ces espèces sont maintenues, on voit que la majorité des espèces ici en foncé sont maintenues avec des quantités qui sont entre 20 et 50 mètres cubes à l'hectare en fonction des types de forêts. On voit qu'en forêt résiduelle, la majorité des espèces sont maintenues avec une quantité plus faible qu'en forêt de feuillus à l'échelle collinaire. Donc il y a une petite nuance à ce niveau-là. Aussi au niveau de l'âge des arbres, on a aussi, avec le temps, engrangé pas mal de connaissances. Ici, on a l'âge de l'arbre qui est divisé en 3 tiers. On parlait du premier tiers, c'est l'âge de principe d'exploitabilité. Ensuite, on va passer à la maturité, et ensuite jusqu'à la mort de l'arbre. Ici, un arbre très mature, qui va peut-être vivre encore plusieurs centaines d'années, mais il reste sur cette dernière phase. Et on voit que le nombre d'espèces saproxyliques, donc les espèces dépendantes de ce genre d'arbre, augmente radicalement, très fortement, avec, disons, l'avancée de l'âge d'un arbre. Ce qu'on peut observer au niveau d'un arbre, on peut aussi l'observer au niveau d'un peuplement. Bon, ici, on l'a déjà vu aujourd'hui, donc ces phases de développement de la forêt naturelle, tirée de Scherzinger. On passe d'une phase initiale, en passant par la phase optimale, jusqu'à ces phases de décrépitude, où la forêt commence à s'écrouler. Et on se rend compte que ces anciennes forêts, ces forêts matures, et ces vieilles forêts représentent des refuges très précieux pour de nombreuses espèces saproxyliques. Et ici en noir, nous avons la partie qui est exploitée. Et dans les forêts gérées, évidemment, ce type de formations sont très rares à trouver. Alors maintenant, on passe aux exigences plutôt politiques, on a les exigences écologiques. Au niveau de la politique, c'est ce que nous propose l'Office fédéral de l'environnement. Au niveau des quantités de bois mort, on conseille d'obtenir entre 20 mètres cubes par hectare sur le plateau et dans le Jura, au sud des Alpes, et en zone de montagne, il y a des exigences qui s'élèvent à 25 mètres cubes. Au niveau des arbres habitats, on est autour des 3 à 5 arbres habitats. On parle également d'îlots de sénescence, il faudrait 2 à 3% de la forêt devrait être mis en îlot de sénescence, et on a encore les réserves forestières naturelles. Donc là, on n'a aucune gestion qui devrait représenter à peu près 5% de la surface. Et le tout devrait être idéalement organisé au niveau spatial pour permettre justement des échanges et la connexion permettant le maintien des populations de ces espèces saproxyliques. Aujourd'hui en Suisse, nous avons, à ma grande satisfaction, vécu une nette augmentation des quantités de bois mort dans les forêts. On voit depuis ici les résultats de l'inventaire fédéral, l'inventaire national, en 1900 dans les années 90, on était à peine au-dessus de 10 mètres cubes par hectare, et aujourd'hui nous sommes arrivés à plus de 24 mètres cubes par hectare. Donc une très forte augmentation des quantités de bois mort. Évidemment, une partie des responsables de ça, ce sont les ouragans qui sont passés sur la Suisse, qui ont créé des grandes quantités de bois mort qui n'ont pas toujours été exploitées ou sorties des forêts, mais également une certaine prise de conscience des gestionnaires, des propriétaires, et aussi par malchance ou par chance, une certaine mauvaise conjoncture au niveau des marchés du bois. Donc pour de nombreuses forêts, ça ne vaut plus forcément la peine de les exploiter aujourd'hui. Et maintenant la grande question c'est, où va-t-on ? À ma surprise, on a continué à augmenter ces quantités de bois mort dans les forêts suisses depuis, disons, ces 10 dernières années, alors qu'on a déjà commencé largement à exploiter le bois énergie. Mais est-ce que dans le futur, dans quelle direction nous allons? Personne ne peut le dire. Voilà à quoi ressemblent les répartitions des quantités de bois mort en Suisse. Donc on voit qu'il y a certes une grande différence entre le plateau et les régions de montagne, mais que si on regarde les quantités écologiques qui sont... Ah pardon, je voulais présenter plutôt ceci. Ça c'est aujourd'hui, vraiment c'était les 3. Nous ne sommes pas très loin de ces 20 à 30 mètres cubes que les seuils écologiques nous proposent. Et certaines régions les auraient déjà atteints. Dans ces deux régions ici, ce sont les seules régions qui montrent une petite diminution depuis l'inventaire fédéral de dernier. Donc c'est les seules régions qui montrent déjà une tendance à la baisse. D'où sont les raisons, comment l'expliquer, je ne peux pas le dire.
Ok. Ici, juste pour vous faire une petite comparaison, pour remettre les choses en place, je vous montre ce qu'on connaît des forêts primaires ou subnaturelles, donc des forêts très proches de l'état naturel dans lequel on est très peu intervenu ces dernières centaines d'années, voire on n'est jamais intervenu. On se rend compte que les quantités de bois mort qu'on a ici aussi sont largement plus élevées que 100 mètres cubes. Avec la moyenne nationale suisse, 24 mètres cubes, c'est pas si mal, on est bien loin de ce qu'on retrouve en forêt primaire ou subnaturelle. Ici un exemple très concret, les forêts de Holka-Chirokilo, les forêts de hêtres primaires ukrainiennes, le BSL est actif depuis plusieurs années. Là on a, sur un inventaire assez détaillé, on a enregistré plus de 166 cubes à l'hectare de bois mort. Si on considère les arbres habitats, ce sont ces arbres avec de nombreuses structures qui sont très favorables à des espèces spécialisées, comme du bois mort dans la couronne, des racines cassées, des polypores, des blessures, des fentes, des cavités, etc. On se rend compte, je ne vais pas regarder tout le tableau, mais dans une forêt, comme on l'a vu avant, ces forêts ukrainiennes de hêtres, plus d'un tiers des arbres peuvent être considérés comme des arbres habitats. Donc, c'est pour remettre, disons, les 3 à 5 arbres habitats à l'hectare demandés par le BAFU, par l'OPEV, dans le contexte. Ok. Maintenant, si on regarde un peu quelles sont les influences de l'exploitation du bois énergie sur, justement, ces espèces saproxyliques, en passant par l'influence qu'a cette exploitation sur les habitats. En intensifiant l'exploitation du bois énergie, on va, d'une part, permettre la récolte de rémanents de soupe, qui restaient peut-être dans le passé en forêt. Ensuite, on peut permettre la récolte d'arbres entiers. Ensuite, on va aussi permettre la récolte et l'exploitation d'arbres de mauvaise qualité, qui par le passé seraient peut-être restés en forêt. Quand je dis par le passé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc ces dernières décennies. Et on atteint aussi une certaine réduction de la durée de révolution d'exploitation. Donc on va exploiter les forêts avec un rythme plus élevé. Tout cela a naturellement des conséquences assez directes sur l'habitat des espèces saproxyliques. On s'attend à une baisse des quantités de bois mort, à une baisse de la qualité du bois mort. J'ai dit avant, il n'y a pas seulement la quantité, mais aussi la qualité qui joue un rôle. Les arbres habitats sont ou peuvent être aujourd'hui exploités, car le bois énergie n'a pas besoin d'avoir une grande qualité, d'avoir une qualité particulière, et on peut aussi s'attendre à une certaine diminution des vieux peuplements. Ici, j'ai un exemple qui ne vient pas de Suisse, mais c'est un exemple qui est tiré de Pessières de Suède, juste pour vous montrer que l'exploitation du bois énergie amène une relative faible diminution de la quantité de bois mort. Si on regarde sur le volume total, en passant d'une exploitation normale à une exploitation où on additionne le bois énergie, on arrive à une diminution de 5 à 6%, alors que pour la quantité totale. Alors que pour les petites dimensions, donc tout ce qui est branche, en moins de 10 cm de diamètre, on obtient une très grande diminution. Donc, et maintenant, la question c'est, est-ce que ces petites branches sont importantes? Oui, effectivement, ces petites branches sont importantes. D'une part, la biodiversité est très variée au niveau des branches. Ça veut dire que tous les groupes, de nombreux groupes qu'on retrouve sur des grosses dimensions, se retrouvent également sur des petites dimensions. On a également une grande partie de ces espèces qui s'y retrouvent au niveau de la quantité. Également, on parle de biodiversité originale, les espèces qu'on retrouve sur des petites branches ne se retrouvent pas forcément toujours sur des grosses dimensions. Donc, on ne peut pas forcément remplacer des petits volumes par des gros morceaux de bois. Ok, il me reste encore 1 minute ou 2 2 minutes, ça va. Juste pour évoquer un sujet qu'on a traité dans le cadre d'un projet au WSL, on s'intéressait à l'effet de ces grosses tares de bois énergie dans les forêts sur les coléoptères saproxyliques. En gros, ces tas sont installés, les insectes, après ils sont laissés l'été, les insectes n'ont jamais vu autant de bois mort de leur vie, donc ils vont reposer leurs œufs là-dessus. Et ils n'ont malheureusement aucune chance de développer parce qu'ils ont besoin de plusieurs années pour se développer pour la plupart, et ils finissent en copeaux et en feu. Alors on a installé des pièges près de ces tas et en forêt pour faire des comparaisons. On s'est rendu compte que ces pièges ont effectivement un attrait très fort sur les coléoptères saproxyliques.
Comparé à la forêt, on voit qu'on a presque un doublement du nombre des espèces qu'on retrouve. C'est assez logique à attendre. Et seulement, on ne peut pas faire encore de conclusions sur les effets à long terme de ce genre d'exploitation. Ça, je vais passer. J'arrive à mes conclusions. Donc, d'une part, on se rend compte que l'exploitation du bois énergie va avoir un effet, pourrait avoir un effet sur les quantités de bois mort et des arbres végétaux. On a un peu une situation de trade-off. Enfin, c'est l'impression que j'ai, c'est que plus on va exploiter de bois énergie, moins on aura de bois à disposition, de bois mort à disposition pour les espèces saproxéniques. Seulement, les effets à long terme de ce type d'exploitation sont encore assez mal connus. On fait beaucoup de suppositions, on connaît quelques éléments, mais on est encore loin de tout maîtriser. Donc, ça serait vraiment maintenant l'occasion, du moment qu'on est en train de mettre en place de grands réseaux disons, enfin ils sont déjà en place, mais de permettre le suivi à long terme de ce genre d'exploitation. Et un dernier point, ça serait justement le fait d'être conscient qu'une diminution de la valeur écologique de la matrice, donc de la forêt exploitée, pourrait augmenter les besoins en réserve forestière, en habitat, disons, non exploité. Car plus la matrice est de mauvaise qualité, plus il faudra pouvoir compenser ces manquements par des mesures que j'appellerais ségrégatives. Ok, je vous remercie pour votre attention.